C'est prouvé par plein d'études qu'au niveau du mindset, donc vraiment de ce qu'on pense en termes d'état d'esprit, etc., que si on n'a pas une bonne relation avec l'argent, qu'on soit millionnaire, multimillionnaire, etc., ça ne changera pas. Donc en fait, on ne stressera plus, par exemple, pour comment finir ses fins de mois, évidemment, c'est plus la question, mais on stressera sur ah, j'ai eu du succès, est-ce que ça va continuer? Ah, j'ai des enfants, est-ce qu'ils seront aussi bien que moi? Etc. Et donc en fait, vraiment le fait de se détacher un peu de l'argent et de le faire travailler pour des causes qui nous plaisent, enfin, je sais pas, c'est juste génial quoi. Donc, je m'appelle Marika et j'ai fait l'EPSI en 2009. Je fais de l'empowerment financier, donc c'est vraiment aider les gens à prendre en main leurs finances. Donc déjà ouvrir le sujet de l'argent, qui est encore quand même pas mal tabou, et essayer de guider et donner de la connaissance. Et via la connaissance, vient la confiance. Et donc je fais du coaching en one-to-one, en individuel. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Money Chill Out, qui est en anglais, où j'interviewe toutes les 2 semaines une personne, soit experte, soit une personne un peu lambda, puisque en fait on a tous des problématiques au niveau de l'argent. Et donc du coup là c'est vraiment encore une fois ouvrir le sujet, échanger des bonnes pratiques et inspirer pour donner envie de changer sa relation à l'argent et la façon dont on la manage. J'ai fait des super stages en finance de marché, enfin en gestion d'actifs. Et du coup, j'ai vraiment voulu me spécialiser en finance. La gestion d'actifs, en gros, c'est comment gérer un portefeuille, et donc un portefeuille en général boursier. Et donc, du coup, c'est prendre son argent comme une énorme poche et puis après allouer, donc faire l'allocation des actifs, donc allouer une partie qui sera dans des actions, une partie qui sera dans des obligations, une partie qui sera dans de l'immobilier, etc. Donc, stage en France, à Paris, donc chez Martin Morel en gestion de fonds, et puis j'ai fait aussi un stage à la Banque Populaire, pareil, gestion d'actifs les deux. Du coup, ça m'a donné vachement envie de creuser le sujet, donc je suis partie à Londres, j'étais à Caisse Business School, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Paris, et j'ai fait un master de gestion d'actifs. Le premier job que j'ai trouvé, c'était Crédit Agricole, en stage aussi, stage d'1 an, et qui s'est débouché sur un emploi, alors pas dans la même équipe, mais... Et donc au final, j'ai fait 5 ans à peu près à Crédit Agricole, Londres, et puis après, j'ai été headhunted, enfin chassée par un chasseur de tête, pour aller chez Lloyds. Et j'ai refait à peu près 5 ans. C'était trading sur du repo et des money markets, donc désolé du jargon, mais en gros c'est des produits de trésorerie. Et donc en fait c'est s'assurer que la banque pour qui je travaille aura toujours de la liquidité. Et donc en fait c'est vraiment, j'achète de la dette pour faire en sorte que la banque puisse vivre. On se pose toujours la question, ah mais dans 10 ans je serai où? Et personne n'en sait rien. N'empêche que c'est possible que dans 10 ans je sois encore à Londres. Waouh, est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose en fait, se mettre un peu en danger, etc. Et en fait, du côté de mon mari, il a eu une opportunité de venir ici et on s'est dit, ok, il n'y en a pas non plus tout le temps des opportunités comme ça, donc go. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours eu dans la tête, un jour je tenterai un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais n'empêche, c'est un peu stimulant de ne pas savoir. Et donc du coup, voilà, on s'est dit go pour Lisbonne et ça fait 1 an et demi, c'est comme ça. Quand je suis arrivée à Lisbonne, aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais juste envie de prendre un break. J'avais bien bossé pendant 10 ans et super carrière, etc. Donc juste souffle, t'as le droit quoi. Je suis devenue prof de yoga parce qu'encore une fois, je pratiquais depuis 2013. J'ai adoré, enfin j'adore toujours, mais l'effet que ça faisait sur mon corps et surtout dans un environnement de trading où genre ça peut être un peu intense, mais du coup aller au yoga après, on n'a même plus l'impression d'avoir bossé, enfin j'adore. Pour la petite histoire, c'est j'ai quitté mon job en trading au mois de mi-juin, juste comme ça, et le lendemain, parce qu'en trading, quand on quitte, on part directement, enfin en 1 heure on n'est plus là.
Et donc du coup, le lendemain, je me suis dit, wow, j'ai pas envie de passer de 10 heures de boulot à genre 0. Donc j'ai commencé ma formation de prof de yoga. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un petit bébé et je me suis dit, où est-ce que je suis bonne? Et en fait, je suis pas quelqu'un de passionné, mais j'ai plein d'intérêts. Et du coup, ça peut être, c'est positif et en même temps, ça peut être un peu négatif. On se dit, on est bon dans rien. Puisque je suis pas excellente sur un truc spécifique. Et en fait, je me suis dit, attends, j'ai quand même 10 ans d'expérience sur les marchés financiers, 10 ans de trading, 10 ans, enfin j'ai fait CFA, donc une qualification sur la gestion d'actifs, etc. Donc tout ce qui est argent, je m'y connais quand même pas mal. J'adore investir personnellement. Et donc du coup, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du bien-être financier et qu'à un moment, ok, mais en fait, j'ai envie de leur donner parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas. Et donc en fait, c'était vraiment un peu cette envie de partage je me sens un peu chanceuse par mon métier d'avant, d'avoir appris plein de choses, etc. Et de pouvoir un peu avoir le luxe de choisir ce que je voulais faire. Et donc du coup, comment je peux essayer de redonner un peu de connaissances et donc de confiance. Et puis toujours un peu avec cet angle féminin, même si c'est pas Enfin, j'ai des clients masculins évidemment. Mais l'empowerment des femmes, c'est quand même quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc du coup, surtout les femmes, j'adore leur donner des ailes, quoi. Donc en fait, coaching, je fais du budget, donc tout ce qui est gestion au quotidien, etc. Où genre j'ai un but, c'est de faire ci, mais je sais pas comment m'y prendre. Tout ce qui est investissement, donc ça pour éventuellement la retraite, avoir des compléments de revenus, etc. Et aussi un peu tout ce qui est psychologique, parce que quand même il y a une énorme partie de psychologie de l'argent. Donc par exemple, j'ai reçu un héritage, mais c'est pas vraiment mon argent, ou j'ai plein de blocages, j'arrive pas à demander ce que je vaux, des trucs comme ça. Mon but en fait, c'est juste de m'adapter à la personne pour la guider dans ses choix. Et donc en fait, ça va être la personne qui fait le travail. Donc c'est vraiment une question de mindset, genre c'est pas moi que je vais éventuellement donner des pistes, mais en fait c'est vraiment guider pour que la personne spécifique fasse le travail et chemine en fait. Et donc du coup c'est poser énormément de questions, être là pour que la personne soit un motivée et deux et quelqu'un de accountable. Donc en gros à qui tu dois de cheminer en fait. Et donc en fait on se retrouve toutes les 2 semaines maximum pour justement avoir un rythme. C'est vraiment l'argent mais au sens large, donc ça peut être l'argent dans le couple, l'argent quand on divorce, l'argent quand on change de pays, l'argent, voilà. Ça peut être des problématiques plus techniques, donc je sais pas, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai envie d'investir dans du fixed income ou des trucs comme ça. Ça peut être tout ce qui est un peu les thématiques ESG, donc tout ce qui est environnemental. Le but c'est de donner de la connaissance, donc c'est pas être complètement déconnecté de l'audience qui n'est pas financière nécessairement, quoi. J'ai dû faire plein de trucs que j'avais jamais fait de ma vie et que je ne sais pas du tout faire. C'est-à-dire faire le marketing, la communication, etc., qui sont pas du tout mes domaines. Et en fait, c'est un peu comme monter son entreprise, on fait un peu de tout. Après, je me suis quand même entourée de freelance, même si je suis toute seule encore. Parce que je sais là où je suis bonne, on va dire, et là où j'ai envie de passer du temps, où là je vais apporter de la plus-value. Et par contre, il y a plein de choses où j'adore déléguer parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui font 15 fois mieux que moi, où ça prend beaucoup moins d'énergie, etc. Donc j'ai un éditeur pour mon podcast. Et j'ai une personne que je paye pour faire du growth marketing. Et au début, toute la stratégie un peu social media voilà, où je pars de zéro et je savais même pas qu'il fallait faire un plan de tes publications, etc. Ça dépend vachement des semaines. Et tout ce qui est stratégie de social media, etc., ça me prend une journée par mois. Podcast, ça doit me prendre 3-4 jours par mois, sachant que j'ai un rythme de publication qui est toutes les 2 semaines.
Après, coaching, donc ça dépend. Genre, j'ai des particuliers, mais aussi je fais des events, enfin des ateliers, etc. pour des entreprises. Donc ça, c'est un peu plus ponctuel. Mais ça doit me prendre, pareil, 2-3 jours, sachant qu'encore une fois, il y a le temps avec la personne, mais il faut faire des notes, il faut préparer l'avance, etc. Et puis après, c'est quand même pas mal de bouche à oreille, parce que pour l'instant, c'est vraiment ça qui marche. Donc, c'est rencontrer du monde. Je prends plein de café, mais toujours dans cette optique de me faire un peu connaître. Et c'est pas nécessairement des cafés, mais ça peut être participer à des podcasts d'autres personnes. En fait, c'est être hyper ouverte sur le champ des possibles. Oui, je gagne de l'argent. Après, est-ce que j'en gagne assez pour avoir le lifestyle que je vis? Ça, c'est peut-être en questionnement. Après, encore une fois, j'ai eu la chance de bien bosser pendant plus de 10 ans et du coup, j'ai pas mal de côté, j'ai des revenus passifs. Et donc, du coup, si on accumule en fait revenus passifs plus revenus de ce que je gagne maintenant, oui, j'ai assez. Après, que sur la partie coaching, etc., pas encore, mais ça se développe bien. Les pays anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts que les pays, j'allais dire France ou même ici. Londres est très ouvert. En ami, on parle de son salaire ouvertement. Au sein d'une entreprise, c'est quand même plus complexe. En général, avec les collègues, clairement, il n'y a pas ces discussions. Et après, avec les chasseurs de tête ou les HR, ils donnent des super bons avis. Et donc, en fait, c'est facile de... Enfin, facile, toute proportion gardée, mais de pouvoir se comprendre, en fait, où on est, ce qu'on vaut et à quoi est-ce qu'on peut prétendre. Ça dépend tout de la connaissance. Donc comment en fait on se prépare à une négociation salariale et c'est pas juste de vouloir je veux X. Ça veut rien dire en fait. Pourquoi tu veux X? Pourquoi je veux X? Parce que je me suis renseignée et que dans ce que je peux prétendre, la moyenne des salaires c'est ça. Il y a des sites, donc en France je les connais moins, mais par exemple au UK il y a des trucs genre Glassdoor qui montrent en fait les salaires. Plus de parler avec des recruteurs, plus éventuellement aussi de parler entre soi, enfin avec ses amis, des anciens collègues de l'ESSEC, etc. Ça permet de, encore une fois, via la connaissance, et ok, c'est ça, je devrais avoir ce prix. Et si c'est pas en ligne avec ce que tu penses ou etc., faut clairement négocier. Super bien. Après, j'étais quasiment la seule tout le temps, la seule femme. Chez Crédit Agricole, j'avais un rôle modèle, ma N+2, donc supérieure numéro 2, qui était basée à Paris, donc ok, pas sur le même centre quand même, mais c'était une femme. Et du coup, ça c'est chouette parce que, waouh, elle est bonne, enfin c'est inspirant. C'est un peu mon seul rôle modèle, voilà. Et en arrivant chez Lloyds, par exemple, j'étais la seule femme de l'équipe, enfin la première femme de toute l'histoire de l'équipe. Et je pense que sur, je sais pas, 80 traders, on devait être 5 femmes. Enfin, c'est vraiment très peu. Mais je me suis jamais sentie différente ou traitée d'une manière différente. On m'a tout de suite dit si tu demandes pas, if you don't ask, you don't get. Ok, donc il faut s'imposer, entre guillemets, non pas écraser, non pas, faut le faire avec sa personnalité. Mais donc n'empêche, voilà, toutes ces questions salariales, ok, je demande, parce que en fait, la personne qui sera à côté de moi, elle se posera même pas la question est-ce qu'il faut que je demande, elle y va. Et donc après, tout ce qui est empowerment féminin, à chaque fois que j'avais un petit blocage, genre oh là là, est-ce qu'il faut que je fasse ci, en fait à chaque fois je pensais à mon voisin qui se posera probablement pas la question, et du coup ça me motivait pour me booster. Et tous les ans, par exemple, je négociais mon salaire. Mais donc, oui, en tant que femme, j'ai jamais eu de remarques sexistes ou quoi que ce soit. Je pense que les Anglais sont hyper pro là-dessus. Je me suis toujours sentie bien, j'aurais été avec des personnes bienveillantes. Mais il y a un moment où, faut un peu de diversité, et c'est pour ça que j'étais
contente au final de partir de Londres pour voir autre chose et voilà, parce que ouais, le problème, moi, ce qui m'a manqué, je pense, c'est vraiment des rôles modèles. C'est vraiment l'épanouissement. Et donc pour moi, c'est une question de choix. Le choix de pouvoir quitter un job si ça ne nous plaît plus, le choix de faire une grosse carrière si on a envie, le choix de faire un break si on en a envie aussi.